Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Abdoulaye Ba, Ousmane Gawad Diallo et Etienne Soropogui se sont fait accompagner ce jeudi par leur pôle d'avocats à la direction centrale de la police judiciaire. Cette présentation fait suite au mandat d'arrêt lancé en début de semaine par le procureur près le tribunal de première instance de Dixine contre ses opposants. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Sur le continent, c'est une onde de choc pour l'Afrique, le monde entier. Jerry Rawling est décédé ce jeudi matin à l'hôpital universitaire Korlbou d'Accra où il avait été admis une semaine auparavant. Selon plusieurs médias ghanéens, il avait dirigé le Ghana de 1981 à 2001. L'ancien président ghanéen est mort à Accra à l'âge de 73 ans ce jeudi 12 novembre. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information. Signature ce jeudi à Conakry entre l'État guinéen et Winning Consortium Simandou de la convention ferroviaire et celle portuaire sur le transport et l'évacuation du minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simandou. 16 milliards de dollars, c'est le coût estimatif de réalisation de ce projet d'exploitation du gisement de fer de Simandou par ce géant minier. Idrissa Bari commente les images de Salifou Lifou-Sissi. La finalisation de ces deux dernières conventions vient compléter le cadre d'investissement de projets d'exploitation des gisements des blocs 1 et 2 de Simandou. Ces conventions ferroviaires et portuaires portent sur les conditions particulières de construction des infrastructures concernées. Le consortium s'engage à construire une ligne de chemin de fer de 650 à 679 km reliant la mine à un port en eau profonde de 80 millions de tonnes par an comme capacité. C'est le plus grand projet minier actuellement au monde. Ce n'est pas une petite affaire. Et seule l'entreprise ne pourra pas le faire. Seul le gouvernement ne peut pas le faire. Il faut l'adhésion des communautés environnantes. Il faut l'adhésion de tous les services publics. Il faut l'adhésion de tous les Guinéens. Cette convention a été négociée entre les représentants de l'État guinéen et ceux de l'investisseur autour du droit applicable et la stabilisation fiscale et douanière, les stipulations concernant le régime d'accès des tiers dans le cadre de la politique de mutualisation des infrastructures auxiliaires aux mines et le transfert des infrastructures ferroviaires et portuaires à l'État. Les revenus directement liés à ces mines vont être importants pour le budget de la nation, mais aussi les revenus indirects par les emplois qui sont créés à travers les sous-traitants. Tout ceci est aussi l'aboutissement, il faut le dire, d'une vision du président de la République qui, en 10 ans, a fait de la Guinée un acteur majeur dans l'espace minier mondial. Et je crois qu'il s'agit d'actions qui sont tout à son honneur et qui permettent à notre pays d'engranger des ressources importantes qui vont lui permettre de financer tout son développement et notamment les autres secteurs. Comme impact, ce projet de développement minier des blocs 1 et 2 de Simandou par ce consortium, dans son exécution, va créer plus de 65 000 emplois directs et indirects. L'entreprise s'engage à mettre en œuvre un programme de formation de transfert des compétences en faveur des Guinéens. Ce qui nous rassure, c'est que les investisseurs sont déjà sur le terrain, ont déjà commencé les travaux préparatoires et les études. Et donc cela nous donne beaucoup d'espoir qu'ils respecteront leurs engagements. Ils en ont déjà donné la preuve en Guinée. La mise en œuvre du projet est le prochain défi, et je dirais même le plus important auquel nous allons nous attaquer. Les revenus directs de l'État sont estimés à plus de 15 milliards de dollars américains sur la durée de la convention de base. Le chemin de fer, le matériel roulant et les infrastructures portuaires seront gratuitement transférés en bon état d'entretien et de fonctionnement à la fin des deux conventions qui est de 35 ans. Une équipe du ministère des Travaux publics s'est rendue ce mercredi au chantier du tronçon pont 8 novembre à Bellevue. Objectif s'assurer de l'évolution des travaux, les difficultés rencontrées sur le terrain avec l'entreprise contractante et la mission de contrôle. Les consignes fermes sont données à l'entreprise pour terminer le côté droit de la route au mois de décembre. Mamadou Kalissou, Aboukoria Kourma pour plus de détails. La construction des ouvrages d'assainissement
évolue à la satisfaction du maître d'ouvrage et la mission de contrôle. Démarré il y a 1 an, ce côté droit du tronçon devrait être finalisé depuis mai dernier. Mais les travaux ont été fortement perturbés par la pandémie de Covid-19 qui a poussé l'entreprise à réduire drastiquement son personnel sur le terrain et le déplacement des installations de la SEG et des DG. Dans les centres urbains, c'est un problème majeur qui freine beaucoup l'avancement des travaux. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que les choses rentrent petit à petit en place et que nous atteignons de plus en plus la vitesse de croisière. Ces travaux perturbent la circulation sur cet axe. Des embouteillages sont fréquents. Le département a réitéré ses recommandations à l'entreprise afin d'accélérer les travaux. Aujourd'hui, le souci, c'est d'essayer de rattraper le retard que nous avons déjà enregistré. Et pourtant, nous avons fait des recommandations à l'entreprise. C'est de multiplier les équipes, de prévoir de faire des travaux de nuit et surtout de renforcer le matériel. De renforcer le matériel parce que nous avons plusieurs fronts de travaux à Kaloum, à Dixine, à Matoto et bientôt à Kagbelin où nous allons commencer les travaux de construction de l'échangeur. Donc il faut absolument multiplier la capacité de réalisation de l'entreprise pour qu'on soit dans les délais, puisque le délai contractuel ce matin est de 35 mois. Le niveau d'exécution des travaux est évalué à près de 30% par la mission de contrôle. L'entreprise promet de rendre ce côté droit au mois de décembre prochain et l'ensemble du tronçon au mois de février 2021. La durée de vie de l'infrastructure est estimée à 15 ans après réception en fonction de son exploitation. Je le disais en titre, Abdoulaye Ba, Ousmane Gawal Diallo et Etienne Soropogui se sont fait accompagner ce jeudi par leur pôle d'avocats à la direction centrale de la police judiciaire. Cette présentation fait suite au mandat d'arrêt émis en début de semaine par le procureur près le tribunal de première instance de Dixine contre ses opposants Bernard Koundono, Kerno Sadouba ont interrogé maître Salifou Biavougui au sortir des auditions suivies. Pour éviter que la brutalité ne continue, pour éviter que les humiliations ne continuent, pour éviter que 25 pick-up, 20 pick-up de policiers, de gendarmes ne continuent à débarquer au domicile respectif de nos clients qui sont des personnalités respectueuses de ce pays, nous avons demandé à ce que leur interpellation obéisse au respect de la dignité humaine, des libertés publiques, des libertés individuelles. C'est dans ces circonstances qu'hier soir, nous avons reçu les convocations, nous avons rassuré nos clients et ce matin, le bâtonnier Traoré, en notre compagnie avec Maître Amadou Diallo, Maître Amidou Diallo, nous nous sommes transportés, Maître Keta également, à la direction centrale de la police judiciaire. Il faut le reconnaître, nous avons été bien reçus, dans le respect, dans les règles de l'art, et aussitôt nos clients ont été éparpillés dans les différents bureaux pour les séances d'interrogation. Ils ont tous été interrogés en notre présence effective pour des faits que je viens de vous relater, mais en réalité ce sont des montages. Nous pensons qu'ils sont inquiétés tout simplement pour leur opinion politique. Parce qu'en réalité, le dossier il est vide. Nous venons de sortir de leur interrogation. Nous sommes dans l'attente de la décision qui va intervenir. Notre souhait aurait été que nous rentrions avec nos clients et qu'on revienne demain. Mais en attendant que cette décision ne soit prise, nous sommes obligés de rester ici, attendre. Parce qu'après les interrogations, la direction est en train de se concerter par-ci, par-là, pour voir la conduite à tenir.
Voilà à l'instant T, Maître Salifou Biabougui, l'avocat de ses opposants. L'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie UNAD a, dans une déclaration, décidé de suspendre les manifestations de rue. Cette trêve fait suite aux résultats tirés des dernières manifestations meurtrières enregistrées dans le pays au lendemain du scrutin présidentiel du 10 octobre dernier. Ali Badra Kamara, Ibrahim Souri Kamara, compte rendu. C'est dans une déclaration lue en ce début de semaine que l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie s'est résolue à suspendre ces manifestations de rue. Cette décision est l'effet immédiat du bilan macabre des récentes manifestations qu'a connu le pays juste après le scrutin présidentiel. Il s'agit aussi, selon ses membres, de revoir les stratégies de revendication pour obtenir la proclamation des vrais résultats de la présidentielle. Vous savez qu'il y a eu des morts, vous savez qu'il y a eu des dégâts matériels. Hein? Nous allons, c'est vrai qu'ils ont restitué les corps, mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui, nous sommes en train de se préparer. Et la préparation, ce n'est pas en 1 ou 2 jours. Nous sommes en train de préparer. Je ne peux pas dévoiler ici nos stratégies par rapport à la manifestation. Ce qui reste clair, la manifestation est suspendue temporairement et nous allons continuer parce que c'est un droit constitutionnel et nous allons récupérer notre victoire. Le président de l'Union pour le changement de Guinée espère que cette déclaration ne sera pas de simples mots, mais elle sera bien suivie d'actions concrètes. Les actions de nature à préserver la paix et la quiétude sociale dans le pays. Bon, ça fait 85 morts déjà en la crise en Côte d'Ivoire. Et qu'il y a eu plus de 500 blessés et plusieurs dégâts matériels. Et vous voyez tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, les deux s'asseyent et ils discutent. Bon, je pense que c'est salutaire. Encore en Guinée, je pense que c'est la même chose. Et je suis sûr qu'on arrivera là. On arrivera là au nom de la paix. Face à cette question de dialogue dont fait montre la Côte d'Ivoire, Diabati Doré, membre de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, l'ANAD, déclare que les dialogues n'ont jamais abouti avec ce régime guinéen. Pour lui, Alpha Condé et Alassane Ouattara sont 2 hommes politiques différents. Alpha Condé a respecté quel dialogue ici? On a eu combien de dialogues dans notre pays? Ça commence, ça ne s'aboutit pas. Quand il voit que vraiment ça ne va pas dans son intérêt, il dit, bon, bloquez, arrêtez. Un chef d'État, Ouattara, après l'annonce de la Cour constitutionnelle, il a fait une adresse à la nation. Il a présenté d'abord ses condoléances aux familles éplorées. Et il a condamné fermement. Et il dit que les auteurs seront traduits à la justice. Mais M. Alpha Condé, c'est pour se faire un bain de foule. Les 2 premiers mandats d'Alpha Condé, faut-il le rappeler, ont été émaillés de violence suite aux manifestations sociopolitiques. C'est pourquoi le président de l'UGC demande à toutes les parties prenantes d'œuvrer pour la conservation de la paix et d'éviter les bavures. À quelques jours de la rentrée, le prix des fournitures scolaires a grimpé dans les différents marchés de la capitale. Cette situation inquiète les parents d'élèves, mais aussi les vendeurs qui peinent à trouver de la clientèle. Reportage donc signé Diene Bemba Koulibaly, Ibrahim Souri Kamara. À quelques jours de la rentrée scolaire, les prix ont commencé à flamber dans les différents marchés. Du coup, les plaintes des clients se multiplient à cause de cette hausse. Les commerçants ne le font pas de gaieté de cœur, argumente-t-il. L'année là, pour l'instant, nous ne voyons pas assez de l'encommande d'abord. Peut-être, salut à la post-électorale de notre pays, ou bien nous sommes au milieu de ce mois, ça peut être l'impact encore économiquement. Nous attendons peut-être fin de mois, s'il y aura de paiement, ça peut aller. Mais pour l'instant, nous ne voyons pas autre. Bon, ça marche à le ralenti. Ce n'est pas comme l'habitude. Avec les postes électoraux là aussi, ça a créé beaucoup de choses là. La clientèle ne se bouscule pas, reconnaît ce vendeur de tenues. La reprise des classes s'annonce morose cette année. Ça ne passe pas comme l'année dernière. Cette année-là, il y a trop de difficultés dans ça parce que les clients se plaignent beaucoup, soit disant que le prix est cher, alors que ce n'est pas nous. Nous, si on nous vend avec le prix cher, si on a 100 fois qu'on gagne un peu. Mais ça ne se passe pas comme prévu, comme l'année passée. Adama Kamara trouve très cher ses objets scolaires.
La conjoncture n'est pas pour lui faciliter la tâche. Conséquence, elle n'a pas pu s'acheter tout ce qu'il faut pour ses enfants, confie-t-elle. Je suis venue acheter la tenue, mais cette fois-ci c'est très dur. Bientôt l'ouverture, on n'a rien et ils ont dit à l'école de payer 3 mois. Selon les marchands du marché de Matoto, cette crise post-électorale serait à l'origine de la cherté des fournitures scolaires. Pour avoir commis des accidents involontaires dans l'exercice de leur métier ou encore leur appartenance syndicale, plusieurs employés de l'hôtel Sheraton Grand Conakry sont désormais au chômage. Et oui, ils seraient licenciés arbitrairement par la direction générale du complexe hôtelier en complicité avec l'inspection générale du travail. Selon eux, leur exigence être rétablie dans leurs droits. Mamadou Boyalo, Aboubakar Din Kamara pour le compte-rendu. J'ai cassé un pot de fleurs au niveau de la réception. Et puis le lendemain, on m'a amené une lettre de convocation de licenciement au préalable. Mohamed Saliou Sampil, équipier à l'hôtel Sheraton Grand Conakry depuis 4 ans, est licencié pour avoir cassé accidentellement un pot de fleurs. En dépit des négociations entre la section syndicale et la direction de l'hôtel, rien n'est fait, le jeune est finalement licencié. Quelque temps après, 2 responsables syndicaux sont licenciés à leur tour pour menaces proférées contre la direction générale. Ce licenciement dont ils sont victimes, ces employés de Sheraton le qualifient d'arbitraire et d'abus d'autorité. Nous sommes venus juste demander à notre patron qu'il accepte vraiment pour ne pas que le jeune soit licencié. Nous avons même proposé une cotisation générale de tous les travailleurs pour ne pas que le jeune perde le travail. Comment est-ce qu'on pourra venir menacer le directeur alors qu'on avait besoin de son intervention? Fait reporter plus tard devant l'inspection générale du travail qui a tranché selon les travailleurs en faveur de l'hôtel au détriment de leurs droits. Parallèlement, des démarches ont été aussi menées par la Fédération de l'hôtellerie, du tourisme, restauration et branches connexes auprès de la direction de l'hôtel et de l'inspection générale du travail, mais sans suite favorable. C'est pourquoi ces employés sollicitent l'intervention des autorités pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Nous sollicitons l'implication de Madame la ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, ainsi que Monsieur le ministre du Travail et des Lois sociales pour la réintégration des 2 délégués syndicaux, Mamad Saliou Sampil, l'employé Mamad Saliou Sampil, pour la quiétude sociale et la liberté syndicale au sein de l'entreprise. Comme ces jeunes, beaucoup d'employés sont souvent victimes de licenciements arbitraires dans des entreprises sans règlement en vertu du Code de travail en vigueur en République de Guinée. L'ONG aide aux enfants déshérités de Bambeto à un toit où loger désormais ces 52 enfants en difficulté. Des bonnes volontés ont trouvé d'ailleurs un bâtiment et la Fondation Béni a également offert une enveloppe de 27 millions de francs guinéens à l'ONG dirigée par CIA. Reportage Marissa Kamara, Kerno Sadouba. Derrière cette cour, le nouveau foyer de l'ONG aide aux enfants déshérités de Bambeto. Un bâtiment de 9 chambres, 5 douches, 3 salons, 2 cuisines. Trouvé grâce aux personnes de bonne volonté qui ont même pris le soin de payer une avance d'1 an. Un acte salutaire qui encourage CIA à continuer sa lutte, celle d'aider les enfants déshérités de Bambeto. On a eu des locales ici, au bord de la route, nous allons encadrer les enfants et encore, on rêve encore d'avoir plus que ça. On rêve d'avoir encore des centaines d'enfants qui sont dans les ghettos, qui sont dans la rue, qui sont dans les cars plaques. Il y a quelques jours, le président de l'ONG Aide aux enfants déshérités de Bambeto, sommé de quitter son ancien foyer, se demandait où envoyer ses 40 garçons et ses 12 filles, pour qui il a trouvé du travail et dont il est le premier responsable. Aujourd'hui, plus aucune question. Les enfants vont être installés séparément dans ce nouveau bâtiment. Vraiment, je suis surpris. Aujourd'hui matin, je vois la Fondation Béni qui sont venus en secours. Il y a Bakari Diaby aussi qui est venu. Quand il a vu à la réseaux sociaux, lui aussi il a payé
6 mois d'avance. On a gagné d'abord pour le moment 1 an d'avance qu'on doit payer au local ici. À côté de la maison, une enveloppe de 27 millions de francs guinéens offerte à l'ONG par la Fondation Béni, présente en Guinée depuis 2018 et dont l'objectif est d'aider les personnes en difficulté. Béni Fondation est une institution internationale qui œuvre pour la défense des droits des enfants et des femmes. Donc nous avons agi dans notre champ parce que ces enfants, ils sont abandonnés et ils sont dehors. Béni Fondation est appelée à préparer un monde meilleur à travers ces enfants. Les clés du bâtiment sont désormais dans les mains du président de l'ONG Aide aux enfants déshérités de Bambeto, qui maintenant doit prendre soin de son nouveau local. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son principal opposant Arikona Bédié se sont rencontrés hier mercredi dans la capitale Abidjan. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la décrispation de la crise politique qui sévit dans le pays. En Guinée, beaucoup d'observateurs, y compris des Ivoiriens vivant dans le pays, y voient une démarche salutaire du président Ouattara, mais qui, selon eux, ne suffit pas à ramener la paix en Côte d'Ivoire. André Moussi Milimono, Bakar Kekebangora, pour plus de détails. Leur dernière rencontre remonte au 8 août 2018 au palais présidentiel à Abidjan. Plus de 2 ans après, ils se rencontrent à l'hôtel du Golfe pour trouver une issue favorable à la crise politique en Côte d'Ivoire, qui, selon un bilan officiel, a fait au moins 85 morts. Cet observateur de la scène politique ivoirienne y voit une démarche salutaire, mais pas trop rassurante. Ils ont mis les intérêts de la Côte d'Ivoire au-dessus de leurs intérêts, de leur position partisane, je crois, d'unité nationale. Gouvernement d'unité nationale qui va avoir l'agenda, qui va tracer, qui va construire l'agenda des réformes qui vont être engagées très prochainement. J'ai pu entendre récemment le président Alassane Ouattara lui-même dire que ne pas s'y opposer fermement, ne pas s'opposer fermement au retour de Laurent Gbagbo, parce que lui-même il estimait dans cette interview que le président Laurent Gbagbo était resté dehors pendant trop longtemps et qu'il était temps qu'il revienne au pays. Le Front populaire ivoirien, à travers sa représentation en Guinée, estime que cet acte du président Alassane Ouattara ne suffit pas. Il insiste sur la validation des points de revendication de l'opposition ivoirienne par le président Ouattara, ce qui pourrait sortir le pays de cette crise. Le combat de la plateforme des partis politiques a été toujours défini sur le respect de la Constitution et l'instauration d'un véritable état de droit. Nous n'avons pas été écoutés et nous assistons vraiment à ce chaos-là. Donc la rencontre qui s'est tenue hier, c'est une bouffée d'oxygène, mais elle ne met pas fin à nos différents points de revendication. Alassane Ouattara et son principal opposant, Henri Konan Bédié, ont promis de se retrouver bientôt pour un retour effectif de la paix en Côte d'Ivoire. Je le disais en titre, page noire, Djily Rawlings est décédé ce jeudi matin à l'hôpital universitaire Kori d'Accra où il avait été admis une semaine auparavant. Selon plusieurs médias ghanéens, il avait dirigé le Ghana, tenez-vous bien, de 1981 à 2001. L'ancien président ghanéen est mort à Accra à l'âge de 73 ans ce jeudi 12 novembre. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Au niveau de la régie, il y avait Nala Sidibé. On n'oublie pas également Aboubakar Foté Souma, Kadiatou Touré, Lamine Sidibé. Portez-vous bien, où que vous soyez. Et surtout, restez avec Espace TV car l'info continue. Au revoir.